Bonsoir à tous, merci de nous être fidèles. Tout de suite le sommaire de votre journal. À la une de l'actualité, le point de presse s'est tenu aujourd'hui à Salé par le directeur du Bureau central des investigations judiciaires. Il est revenu en détail sur la cellule terroriste démantelée vendredi dernier. Elle projetait de mener des opérations de grande envergure afin de semer la psychose dans des sites très sensibles du Maroc. Nous irons également à Rachidia où des acteurs associatifs volontaires ont lancé un projet novateur visant à préserver les oasis. L'idée est de sensibiliser quant à l'importance de ces écosystèmes tout en capitalisant sur les acquis relatifs à l'irrigation à travers les khattaras. La mode fait la part belle à la semaine de l'artisanat de Paris. La jeune styliste marocaine Sarah Zerouali s'y est brillamment distinguée grâce à un défilé haut en couleurs où le caftan marocain a incontestablement volé la vedette. La Chambre des représentants a tenu aujourd'hui une séance plénière consacrée aux questions orales relatives à la politique générale adressée au chef du gouvernement, comme vous venez de le suivre. L'ordre du jour a porté sur le climat des affaires et les priorités du gouvernement et son plan d'action. Les travaux de cette séance intervenaient en application des dispositions du 3e alinéa de l'article 100 de la Constitution et conformément aux dispositions des articles 278 et 283 du règlement intérieur de la Chambre des représentants. Direction Jakarta où la ministre indonésienne des Affaires étrangères Retno Marsudi a salué aujourd'hui les efforts déployés par Sa Majesté le roi Mohammed VI en faveur de la cause palestinienne. Madame Marsudi s'exprimait à l'issue d'une rencontre avec le ministre des Affaires étrangères de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita. Monsieur Bourita s'est également entretenu à Jakarta avec le secrétaire général de l'Association des Nations de l'Asie du Sud-Est au sujet des moyens d'approfondir la coopération entre le Maroc et l'ASEAN. Composée de 7 membres liés à l'organisation terroriste Daesh, la cellule démantelée vendredi dernier projetait de mener des opérations de grande envergure en vue de semer la psychose. La déclaration émane du directeur du Bureau central des investigations judiciaires. S'exprimant lors d'un point de presse tenu cette matinée à Salé, Abdelhak Riyam a souligné que le projet terroriste de cette cellule, qui était dans un stade très avancé, visait des sites très sensibles pour la sécurité et l'économie du Maroc. Rappelez-vous, vendredi dernier, une cellule terroriste liée à Daesh est démantelée. Elle s'activait à Tamaris, dans la banlieue de Casablanca, mais aussi à Ouazzane et Chefchaouen. Au total, 7 personnes arrêtées et un lot d'armes à feu saisi, en plus d'armes blanches et divers équipements, dont même un Zodiac et du matériel de plongée avec gilet de sauvetage. Du jamais vu dans les affaires de démantèlement des cellules terroristes au Maroc. Car avec de tels équipements, que planifier au juste ces présumés terroristes? La réponse est donnée ce matin par le Bureau central d'investigation judiciaire. Pour la première fois, la cellule démantelée a une particularité par rapport aux cellules terroristes démantelées auparavant. C'est que cette dernière cellule se préparait à commettre des projets terroristes à l'intérieur de la ville de Casablanca, mais aussi au niveau de l'espace maritime de la métropole. Car, comme vous l'avez remarqué, parmi les équipements saisis, il y a du matériel de plongée sous-marine. La cellule démantelée préparait en même temps une base arrière dans les zones de montagne et dans le nord du royaume, avec pas moins de 3 maisons sûres, dont une à Ouazzane, où était stockée toute une logistique, pour y aménager ce qui ressemblerait à un maquis. يقوموا بعمليات إرهابية داخل مدينة الدار البيضاء ولكن ان دوزيام فولي اللي كانوا كيستعدوا ليه هو انهم يوجدوا واحد القاعدة خلفية في الجبال. Ils projetaient, une fois les opérations terroristes menées à Casablanca, de se replier sur Ouazzane, puis vers des abris en zone de montagne.
ان ماكي سادير معسكر وقت اللي هما كان في الدين ديالهم انهم غادي يديروا العمليات الارهابيه ديالهم داخل الدار البيضاء وغادي يديروا ان بوان دو روبلي ديالو اللي الروبلي ديالهم هو وزان وبالتالي من تما المنطقه الجبليه بريكشا. Il planifiait de créer une psychose au sein de la société à travers des attentats terroristes de grande envergure, très dangereux. المجتمع المغربي ويديروا يعني كانت عمليات اللي كانت غتكون دو غراند زونفيرغور بكل صراحه خطيره لواحد الدرجه يعني فككنا الخلايا كما قلت لكم ولكن هادو كان عندهم. Il planifiait carrément des bains de sang dans le royaume du Maroc pour y proclamer un émirat relevant de Daesh sous le nom d'Al-Maghrib al-Islami, le Maroc islamique. Ils ont déjà prêté allégeance à Daesh. Le document attestant de cette allégeance fait partie des documents saisis. Les présumés terroristes étaient en contact notamment avec un Syrien qui leur fournissait argent, armes et équipements. Les investigations se poursuivent toujours pour déterminer dans les 24 heures qui suivent d'autres personnes en lien avec la cellule démantelée. Focus à présent sur ce projet de préservation des systèmes écologiques dans la province de Rachidia. Initié par des acteurs associatifs, il consiste à sensibiliser les jeunes de la région quant aux dangers qui guettent les oasis à travers plusieurs ateliers. Il est aussi et surtout question d'optimisation des ressources hydriques. Nordin Nafei et Mounia Marouche. Si cette oasis Tirfart est verte et florissante, c'est grâce au système d'irrigation de Khtarat qui fait revivre les pratiques agricoles oasiennes. Pourtant, ce savoir-faire ancestral très fragile exige un entretien permanent et une réhabilitation pour préserver ce patrimoine précieux. L'association Oasis Ferkla pour l'environnement et le patrimoine a restauré dernièrement notre système de Khtarat qui joue un rôle important et permet à notre oasis de vivre et de produire. Maintenir cet écosystème oasien passe également par la sensibilisation et la mobilisation des jeunes, notamment ceux de la province de Tijded, qui sont au cœur de ce combat. Nous sommes là aujourd'hui pour nous renseigner sur les pratiques à adopter pour préserver notre oasis. Des pratiques que nous allons transmettre par la suite à nos familles et voisins. Il vise à sensibiliser, à mobiliser les jeunes oasiens à conserver et à protéger et surtout les ressources naturelles de l'oasis des dégâts qui attaquent les oasis tels que les incendies et les changements climatiques. Plus que ça, on fait appel aussi, on travaille dans le sens de transfert de savoir et de savoir-faire des jeunes qui se perdent progressivement avec le temps du fait qu'ils ne s'intéressent pas aux oasis. Son système Khtarat, ancien et précieux, sa palmeraie prolifique, font de l'oasis de Tirfart l'une des oasis les mieux conservées du Maroc. La population aspire à ce que leur espace oasien soit proclamé par le PNUD, aire et territoire du patrimoine autochtone et communautaire. Ouvrons à présent la page monde de ce journal de Bagdad. Al-Basra, une marée humaine d'étudiants et d'écoliers a investi aujourd'hui encore les rues irakiennes malgré les avertissements des autorités. Cette montée de tension a poussé l'armée à intervenir avec des menaces de sévères sanctions à l'égard des fonctionnaires et des étudiants qui ne se sont pas rendus à leurs établissements. Pour rappel, depuis le début de ce mouvement de contestation inédit, le premier de ce mois-ci, plus de 200 personnes ont été tuées et plus de 8000 personnes ont été blessées. Les manifestations au Liban, cette fois-ci au lendemain d'une démonstration d'unité sans précédent. Les manifestants ont renforcé aujourd'hui leur barrage routier et durci encore le bras de fer avec le pouvoir et la paralysie persistante dans le pays. La presse locale y voit le symbole d'un soulèvement inédit dans toute l'histoire du Liban grâce à son ampleur et à son harmonie.
L'Union européenne a donné son feu vert pour un troisième report du Brexit au 31 janvier 2020. Ce report implique tout de même la possibilité pour le Royaume-Uni de quitter l'Union européenne le 30 novembre ou le 31 décembre en cas de ratification de l'accord de sortie avant cette échéance. Pendant ce temps, le Premier ministre britannique Boris Johnson tente toujours de déclencher les élections anticipées. Explorer le passé en son et en images, c'est le thème retenu cette année pour célébrer la Journée mondiale du patrimoine audiovisuel. La journée fête cette année le dévouement et l'expertise des milliers d'archivistes et de bibliothécaires du monde entier, des professionnels passionnés qui préservent, numérisent et rendent accessible le passé à travers les archives, des archives extrêmement fragiles. Les détails tout de suite avec Assia Sommar, c'est la directrice adjointe des plateformes et l'exploitation des archives audiovisuelles à la SNRT. Aux archives de la SNRT, qu'est-ce qu'on fait? Alors, on conserve des dizaines de milliers d'heures de programmes radiophoniques et télévisuels, lesquels qui sont conservés sur plus de 400 000 supports physiques, hein, c'est énorme, en format analogique et numérique, et qui couvrent bien entendu plusieurs décennies et portent les témoignages d'un passé commun, proche et lointain. On a migré 25 000 documents qui ont migré d'un format LTO5 à un nouveau format LTO7, bien entendu, actuel. Et la dématérialisation, c'est une opération qui a été assez lourde aussi. La dématérialisation de 500 registres de traitement documentaire. Numériser est une opération complexe qui a nécessité pour cette année principalement l'élaboration d'une charte des archives audiovisuelles numériques, en conséquence, la normalisation de la notice documentaire et la mise en place par l'équipe de la direction d'un réseau coopératif de gestion des archives qui sont devenus maintenant en format fichier. C'est-à-dire qui couvre le traitement documentaire de tous nos documents depuis la naissance de la RTM jusqu'à aujourd'hui. Je vous invite à présent à une immersion dans l'univers de Mohamed Fakir, baptisé Humanité. Sa dernière exposition se poursuit jusqu'au 8 novembre à la galerie Nadera de Rabat. Ses œuvres retracent les différentes étapes de la vie de l'homme, de l'enfance jusqu'à la vieillesse, une ode aux valeurs du partage et de la coexistence. Zakaria Mokin Billah. À regarder les œuvres de Mohamed Fakir, on s'aperçoit que l'humanité tient une place importante dans son travail. Ces tableaux retracent les différentes étapes de la vie de l'homme et ses souffrances depuis l'enfance, en passant par l'adolescence et la jeunesse, jusqu'à la maturité et la vieillesse. L'artiste considère que chaque étape contribue à la construction de la personnalité de l'homme et influence ses comportements et ses affinités. On entend beaucoup parler de nos jours dans l'actualité et dans les livres de la faillite de l'humanité. C'est pourquoi je veux dire aujourd'hui que l'humanité existe et ne se perd pas, en dépit des problèmes et des difficultés. Je représente dans mes œuvres tous les aspects de l'humanité. On y trouve des souffrances, des joies, des préoccupations du quotidien. Je voudrais que tout un chacun puisse se reconnaître dans ces tableaux. Le travail de Mohamed Fakir est empreint de spiritualité. Cet artiste autodidacte passionné de peinture depuis sa jeunesse exprime dans son travail des idées qui le préoccupent. Tantôt enclin à la figuration, tantôt à l'abstraction, l'artiste dit n'appartenir à aucun courant artistique. Il peint en utilisant la technique de l'aquarelle avec raffinement, sans oublier d'insuffler de l'espoir et de l'optimisme chez le public. Mohamed Fakir travaille tout le temps sur des personnages divers et variés. Ces hommes racontent des histoires et évoluent dans différents environnements. Les protagonistes de ces œuvres artistiques, au caractère authentique, servent à transmettre des messages humanistes que l'artiste développe dans l'ensemble de son œuvre. Mohamed Fakir fait partie de la vague des artistes marocains contemporains. Pour lui, les personnages sont des références qui expriment le quotidien dans tous ses détails et ses représentations. Un travail pluriel pour refléter les comportements et les ambitions de l'homme, tout en exaltant les valeurs de coexistence et de progrès. Et c'est justement dans un cadre cosmopolite et une atmosphère de fraternité et de convivialité que des dizaines de femmes ont rivalisé de beauté et d'élégance pour décrocher le prestigieux titre de Miss Monde Arabe. La compétition s'est déroulée à Marrakech et c'est l'Algérienne Latifa Aïd qui a plutôt été choisie et qui a séduit le jury. Les détails avec Omema Ramli. Beauté
Beauté, grâce et intelligence, autant de critères pris en compte dans cette compétition. Elles viennent des 4 coins du monde arabe pour faire leurs preuves sous l'œil affûté d'un jury international. C'est une compétition internationale où on prend en compte plusieurs critères de beauté, mais aussi des critères spécifiques comme l'intelligence et la capacité d'adaptation des Miss. Il faut savoir qu'avant de venir ici, elles ont été coachées pendant une semaine. Les critères de beauté, ça va être déjà au-delà du physique, au-delà de l'apparence. On va surtout juger sur l'intellect, sur l'information, sur la façon dont elles vont se présenter, la façon dont, bien sûr, elles vont porter leur robe et surtout leur démarche, leur beauté, leur élégance. Questions de culture générale et défilés en caftan sont au programme. Des étapes cruciales avant l'élection de la Miss. Pour cette 4e année du festival, la tenante du titre est l'Algérienne Latifa Aïd. Je veux partager la couronne à chaque fille dans le monde arabe, en Algérie, au Maroc, en Tunisie, partout. Et puis ce concours-là, ce fut une expérience inoubliable, parmi les meilleures expériences dans ma vie. Les Marocaines ont elles aussi marqué leur présence lors de cette compétition avec 2 titres de première dame d'honneur, tandis que le titre de Miss Afrique est revenu à une participante des îles Comores. Nous vous en avions parlé hier, la semaine de l'artisanat à Paris, un bel événement qui a généreusement mis en avant la richesse de ce savoir-faire ancestral qui a résisté à l'usure du temps. La clôture de l'événement s'est déroulée en apothéose avec un défilé de mode où la jeune styliste marocaine Sarah Zerouali a fasciné le public avec une collection éclectique et très colorée. Fina Shakir Alaoui, Abdallah Gennouni et Iman Ablou pour le commentaire. Des tenues festives aux couleurs chatoyantes. Dans cette salle archi-comble au siège de l'UNESCO, les caftans de la jeune styliste Sarah Zerouali font des émules. Coupe moderne, tissu fluide, un travail fait entièrement à la main et des pierres précieuses, les ingrédients d'un caftan de rêve. اشتغلت انا هون بالحرفه ديال المغرب بابراز لي تونو ديالي كلهم دي تونو اوت كوتور. J'ai essayé de valoriser le travail du Ma'allem à travers les tenues de ce défilé. Tout est fait main, la broderie, le perlage. Je tenais absolument à sortir ce côté singulier propre à la touche marocaine et aux créations haute couture. Budapest, Istanbul, Beyrouth, Niamey, Sarah Zerouali s'exporte partout dans le monde. Elle maîtrise toutes les ficelles du métier. Son credo, moderniser ses tenues d'apparat qui gardent tout de même toute son authenticité. Il y a à la fois la beauté, mais aussi certaine sérénité quand on regardait ce défilé. Les couleurs magnifiques, les matières impressionnantes. Donc vraiment, on est ravis. La beauté et la somptuosité du caftan marocain, un art de vivre que l'on vit pleinement ici à Paris, Ville Lumière, à l'occasion de la semaine de l'artisanat marocain, dans ce temple hautement humaniste. Nous avons montré une facette très agréable à voir de ce patrimoine immatériel du Maroc qui a été transmis à travers les générations et sur lequel de talentueux stylistes marocaines ont introduit une touche de modernité. Et nous avons eu à cœur de montrer tout cela à nos amis. Il y avait beaucoup d'ambassadeurs ce soir qui assistaient à ce défilé de mode. Une collection de 16 pièces a créé l'événement. Ce défilé clôt avec beaucoup de délicatesse, une semaine dans son activité qui ont mis en avant le savoir-faire artisanal du royaume. Une reconnaissance du rôle des détenteurs d'un héritage immatériel et une expression d'une tradition singulière, toujours en vogue et d'emblée internationalisée. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. À 21h, vous avez rendez-vous avec Kais Bouhassil pour Al Raïsia. Quant à moi, je vous dis à demain, toujours avec grand plaisir. D'ici là, portez-vous bien.